Bonjour à tous, mon nom c'est Tanguy, je suis actuellement en études de physique en L3 à l'université Paul Sabatier et je fais ce petit cours là, enfin sans prétention, parce que je m'aperçois qu'on parle beaucoup d'un truc qui s'appelle les tenseurs. Juste en disant le mot, je sais que il y a des gens qui se disent putain mais oui, voilà. Et le truc, c'est que on sait pas ce que c'est. On n'a jamais eu de cours dessus. On a eu des explications vraiment genre à la volée, etc. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé de me documenter un petit peu dessus. Et là, je vais tenter de vous exposer du mieux que je peux tous les petits résultats que j'ai trouvés, comment ça marche, etc. Pourquoi c'est utile. Déjà, donc, je vais essayer de vous expliquer tout ça. C'est parti. En deux bases, techniquement, quand vous entendez parler des tenseurs, vous avez remarqué qu'il y a deux types d'écoles. C'est soit, en général, le truc que vous allez entendre en L1, L2, c'est putain, c'est beaucoup trop compliqué, point de vue que tu peux résumer clairement à retourne faire des exos de méca du solide avec des ressorts à des masses et laisse le champ électromagnétique aux adultes. Puis par après un procédé obscur, vous savez pas trop comment, quand vous arrivez en L3, tout le monde pense que vous savez ce que c'est un tenseur. Personne ne vous l'a expliqué, tout le monde croit que c'est le prof d'à côté qui l'a fait. Non mais un tenseur, je comprends pas, c'est quand même pourtant vachement simple. En général, le meilleur moyen de commencer à apprendre ce genre de truc, c'est de se demander mais pourquoi on utilise cette espèce d'objet barbare. Il y a forcément une raison, il y a forcément quelque chose qui fait que c'est beaucoup plus pertinent d'utiliser un tenseur. De base, on connaît deux types de champs en physique. Vous avez les champs scalaires, ça ne vous apprend rien, température, pression par exemple, qui sont représentés par un seul nombre. Les champs vectoriels, vitesse, champ électrique, champ gravitationnel, ce que vous voulez, bref, des champs avec des vecteurs. Quoi. Bon. Le truc, c'est que pour certains cas assez nombreux, on va être obligé d'exprimer vachement plus d'informations à un même point de l'espace. Même trois nombres ne vont pas suffire, en fait. Et c'est là que les tenseurs vont intervenir. Ils vont permettre globalement d'exprimer plus d'informations. Vous pourriez vous dire, par exemple, imaginez, vous voulez le faire avec les contraintes. De base, pour les contraintes, si vous vous souvenez de ce merveilleux cours de mécaflux et de mécanique des milieux continus, vous regardez un cube très petit et on regarde les forces qui s'expriment sur chaque face. Donc techniquement, vous avez besoin de 6 nombres en un même point de l'espace. Alors vous pourriez faire un vecteur à 6 composantes, mais il s'avère que c'est pas ultra pertinent. Et en fait, dans ce genre de cas, c'est là où on va préférer utiliser ce qu'on appelle un tenseur. Maintenant qu'on sait à quoi ça va servir, c'est quoi un tenseur? Là encore, vous avez deux types d'explications. Une forme multilinéaire du produit cartésien entre n espace E et P espace du haut, ou alors le fameux c'est une matrice. Merci à tous. Bon, alors ce c'est une matrice, on est d'accord que c'est peut-être le truc le plus énervant qu'on puisse entendre quand on essaie de comprendre ce qu'est un tenseur. Évidemment, ça ne sort pas de nulle part, mais cette explication ne suffit pas. Et en général, ce genre de personnes, quand elles réalisent que l'explication ne suffit pas, elles rajoutent bah, un tenseur, c'est la généralisation d'un vecteur. Alors, merci, mais je suis pas sûr que c'est au premier cours d'algèbre linéaire, en première année de maths, t'arrives en disant bonjour, les vecteurs sont des généralisations des scalaires. Contrôle samedi matin, bonne journée à tous. Là, normalement, les gens ont pas trop compris de quoi tu parles. Et c'est la même chose en fait, hein, avec les tenseurs, techniquement. Cette histoire de généralisation de vecteurs, c'est pas très parlant. En fait, c'est parlant que pour les gens qui savent déjà ce qu'est un tenseur, si vous voulez. Donc, autrement dit, je pense que c'est une explication qui ne vaut absolument rien. Le truc, c'est que effectivement, d'après les définitions qu'on va donner tout de suite, les scalaires et les vecteurs sont effectivement des tenseurs. En fait, ce sont les exemples les plus simples de tenseurs. Et c'est de là que va se tenir cette idée de généralisation, plus cette histoire, comme on l'a déjà dit, d'exprimer plus d'informations en un même point de l'espace. Donc on va avoir besoin de la notion d'espace dual tout d'abord. Donc il n'y a pas besoin de grand chose, hein. Il faut juste se souvenir de ce que c'est. Je fais un bref rappel. Vous prenez un cas espace vectoriel E, l'espace dual qu'on note souvent E étoile, c'est l'ensemble des applications linéaires de E dans K. C'est-à-dire applications linéaires qui vont renvoyer un scalaire à partir de l'espace de départ. Et le fait que ça renvoie un scalaire, on va donner à ces applications le nom de forme. Et comme elles sont linéaires, on les appelle formes linéaires tout simplement. Par exemple, dans le cas de R3, hein, parce que les tenseurs, on va les travailler toujours sur R3, le but c'est de faire de la physique, enfin relativité générale, mais on va pas en parler aujourd'hui. Donc dans R3, ce sont les applications linéaires qui donnent un nombre réel à partir d'un vecteur, tout simplement. Voilà. L'espace dual est un espace vectoriel. L'espace dual de l'espace dual, c'est l'espace lui-même. Voilà, tout simplement.
Ce sont à peu près toutes les propriétés qu'il faut savoir. Et maintenant, c'est parti pour la définition mathématique du tenseur. Enfin, vous prenez un espace E de dimension finie, K, on ne le fait qu'en dimension finie. Vous allez prendre une forme, c'est-à-dire donc qui donne un scalaire, multilinéaire, qui va prendre un ou plusieurs vecteurs, de E étoile et de E. Vous prenez n vecteurs de E étoile et p vecteurs de E. Voilà ce qu'est un tenseur. Donc là, on est d'accord, c'est une définition ultra barbare, on comprend absolument pas quel est le lien avec ce qu'on veut. Le truc, c'est que c'est juste, comment dire, c'est juste la définition mathématique qui va permettre d'avoir toutes les bonnes propriétés. Et après, effectivement, quand on fait de la physique, on va pas vraiment penser qu'il y a cette histoire d'application multilinéaire derrière, vous inquiétez pas. On va ensuite définir l'ordre du tenseur, c'est tout simplement le couple d'entiers NP, pour savoir combien de vecteurs de l'espace dual et combien de vecteurs de l'espace normal vous prenez. On peut souvent être plus direct en donnant juste le nombre n plus p. Et en fait, les coefficients du tenseur, ce va être les k puissance n plus p images de toutes les combinaisons possibles de vecteurs et de vecteurs duaux sur une base donnée. Oui, petit rappel, hein, quand vous définissez la base d'un espace vectoriel, vous pouvez définir une base duale associée dans l'espace dual, en fait. Donc quand je vais parler d'une base en général, je parle de cette base sur E et de la base duale associée sur E étoile. Voir le cours d'algèbre linéaire pour de plus amples informations. Pour comprendre un petit peu pourquoi on a défini tout ça, on va prendre un cas simple. Vous prenez n égale 1 et p égale 0. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous prenez un vecteur dual et ça renvoie un scalaire. Autrement dit, vous prenez une forme linéaire de l'espace dual, donc vous prenez un membre de l'espace dual, c'est-à-dire un membre de l'espace de base, puisqu'on a dit le dual de E dual, c'est E, donc vous prenez un vecteur de E. Donc un tenseur d'ordre 1, 0 est bien un vecteur. Là, ça vient. Et du coup, un tenseur d'ordre 0, 1 sera un vecteur de l'espace dual. Ça, c'est le cas simple, hein, c'est le cas vraiment pour montrer qu'on n'a vraiment pas fait n'importe quoi, mais d'où viennent les matrices? En fait, pour comprendre d'où vient cette histoire de matrice, il faut qu'on étudie les tenseurs pour lesquels n et p plus n plus p vaut 2. Autrement dit, c'est soit 0,2, soit 1,1, soit 2,0. Le truc, c'est que 0,2 et 2,0, étant donné que l'espace dual et l'espace normal, entre guillemets, se comportent de façon très très similaire, ces deux ordres-là vont être à peu près la même chose. Donc on va uniquement se concentrer par exemple sur 2,0 et 1,1. Et on va commencer par 1,1. Donc tenseur d'ordre 1,1, d'après la définition qu'on a donnée, sont des applications linéaires du dual, ce qui prennent un vecteur du dual et un vecteur de E, et qui vont dans le K. On va se placer tout de suite dans le cas où E égale R3, hein, parce que ici on fait de la physique, c'est ce qui nous intéresse. Dans le cas où E égale R3, on prend la base canonique, E, X, E, Y, Z, et on se retrouve avec 3 puissance 1 plus 1, autrement dit 9 coefficients. Vu comme ça, c'est moche, mais si on le réarrange de cette manière-là, vous commencez à vous dire, tiens donc, c'est quand même marrant, on a comme l'impression qu'on peut les mettre sous forme matricielle. Bon, avoir une impression, ce n'est pas assez malheureusement, mais effectivement, on va bien pouvoir les mettre sous forme matricielle de cette façon-là, et ça va être ultra pertinent, mais pour comprendre vraiment pleinement en quoi c'est pertinent, maintenant qu'on a défini le tenseur, il va falloir qu'on s'attaque aux opérations entre les tenseurs, et on va donc parler du produit tensoriel. Alors là, en général, déjà, quand vous avez présenté le tenseur, les gens ont bégayé. Quand on vous parle de produit tensoriel, c'est là que vous entendez les meilleurs. Non mais là vous avez VI, là vous avez UJ, du coup VUJ c'est VUJ quoi, enfin je vois pas où est la difficulté. Sauvez-moi s'il vous plaît, je ne sais pas comment expliquer ça. Le problème, en fait, il est tout simple, c'est qu'on nous fait utiliser une opération qu'on n'a pas définie sur un objet qu'on connaît pas. Donc il y a très peu de chances que vous arriviez à comprendre véritablement ce qui se passe à ce moment. Sauf que nous on vient de définir l'objet. Et on va définir l'opération. En fait, quand on parle de produit tensoriel, on peut parler de deux opérations différentes. Vous avez tout d'abord le produit tensoriel en général classique. Pour un produit tensoriel, j'ai l'impression de faire une recette de cuisine. Pour un produit tensoriel, il va s'agir intuitivement d'effectuer tous les produits possibles entre les composantes de chaque tenseur. Pour un tenseur A d'ordre NP et un tenseur B d'ordre MQ, on va se retrouver avec un tenseur AB d'ordre N plus M, P plus Q. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va enfin décortiquer cette histoire de VUJ qui vaut VUJ. L'idée, ça va être d'utiliser deux vecteurs, donc le tenseur d'ordre 1, pour former un tenseur d'ordre plus grand, un tenseur d'ordre 2. Et pour faire ça, on va tout simplement, on va prendre V1, V2, V3, U1, U2, U3, et on va faire
tous les produits VI-UJ possibles pour I et J qui varient entre 1 et 3. Donc on va se retrouver effectivement avec 9 composantes. Et là, tiens, on a encore une fois envie d'en faire une matrice de ce truc. Ça vient, ça vient. Le truc, c'est que la matrice, pour comprendre vraiment comment elle fonctionne, il faut qu'on parle du second type de produit tensoriel qui est le produit contracté. Et en fait, en vérité, euh, c'est arrivé là, vraiment, qu'on va comprendre quel est l'intérêt d'utiliser les tenseurs. Parce que les définir, c'est bien. Avoir les infos, c'est bien. Mais le vrai truc, c'est qu'on peut faire des opérations entre différents tenseurs de différents ordres. Donc si vous avez suivi, comme les vecteurs sont les tenseurs, on peut faire des opérations, par exemple, entre un certain tenseur et un vecteur, notamment pour obtenir tout un tas de trucs qui nous intéressent. Donc pour le produit contracté, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'était tout à fait abordable. L'idée, en fait, ça va être de prendre le produit de base, et en plus, on va lier un indice covariant d'un tenseur et un indice contravariant de l'autre. On reprend nos fameux tenseurs A et B, on multiplie dans les applications un petit peu comme on l'avait fait tout à l'heure, sauf que on va bloquer un indice covariant de A et un indice contravariant de B. Ou l'inverse, comme vous voulez. Ça dépend des cas. L'idée, ça va être, une fois qu'on a bloqué ces indices-là, on va sommer sur tous les vecteurs de base possibles, donc de E1 à En, et de E1 étoile à En étoile. Sauf que on sommera en même temps des deux côtés. On va pas sommer séparément sur les EI et EI étoile. On va vraiment prendre, ces deux vecteurs vont varier en même temps à chaque fois. D'une certaine manière, on peut dire qu'ils sont verrouillés sur ces indices-là. Et la résultante, ça va être qu'au lieu d'obtenir un tenseur d'ordre n plus m p plus q, on va obtenir un tenseur d'ordre n plus m moins 1 et p plus q moins 1, étant donné qu'on a verrouillé, comme on l'a dit, un indice de chaque côté. Et là, si on regarde d'un petit peu plus près la formule du produit tensoriel contracté, on s'aperçoit que si le i apparaît deux fois, ça induit une sommation. Et bien ceci, c'est la raison pour laquelle la convention d'Einstein va tout simplement fonctionner à chaque fois. C'est vraiment la raison, hein. Il n'a pas fait à la schlag. Il a remarqué cette propriété, mais cette propriété vient de là, en fait, hein, tout simplement. Donc la convention d'Einstein est tout à fait pertinente, c'est pas un truc qui va fonctionner un coup sur deux, non, c'est vraiment quelque chose de solide, on peut s'appuyer dessus, il n'y a aucun problème. Maintenant, on va revenir à notre tenseur T qu'on a défini un petit peu plus tôt. Et on va enfin savoir pourquoi on a le droit de l'écrire comme une matrice. Donc, on va prendre notre tenseur T, on va prendre un vecteur x de R3, et on va faire le produit des deux. Autrement dit, là, on n'a pas le choix, puisque x, c'est un vecteur, il n'a qu'une composante contravariante, donc il faut qu'on verrouille cette composante contravariante de x et la composante covariante de t. Tx, il va nous donner un tenseur d'ordre 1, 0, donc un vecteur, dont les composantes sont ceci. Autrement dit, c'est une opération linéaire qui affilie un nouveau vecteur à un autre. Un tenseur d'ordre 1,1, c'est une application linéaire de R3 dans R3, ou de E dans E plus généralement. En bref, un tenseur d'ordre 1,1, c'est un endomorphisme. Un tenseur d'ordre 1,1, en tout cas, représente parfaitement un endomorphisme. Et un endomorphisme, si vous vous souvenez bien, quand vous prenez une base, on peut l'écrire sous forme d'une matrice. Et c'est de là que vient la représentation en matrice carrée des tenseurs d'ordre 2. Un tenseur n'est pas une matrice en soi, il peut être représenté comme une matrice pour cette raison précise. Sauf que là, c'est le tenseur d'ordre 1,1 dont on a parlé. Le tenseur d'ordre 2, 0 ou 0, 2, qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, si vous prenez votre tenseur d'ordre 2, 0, ce que ça veut dire, c'est que vous prenez deux vecteurs de E, et ils vous renvoient un scalaire. Autrement dit, c'est une forme bilinéaire. Une forme bilinéaire, ça peut également être représenté par une matrice carrée, où là, par exemple, votre forme bilinéaire B, vous prenez un vecteur U, un vecteur W, toujours évidemment en sélectionnant une base, puisque c'est une écriture matricielle, et vous pouvez en fait techniquement représenter l'opération de cette manière-là, avec les matrices. Donc c'est de cette matrice-là que vient la possibilité d'écrire en matrice carrée les tenseurs d'ordre 2, 0. Donc tous les tenseurs d'ordre 2 peuvent se représenter de cette manière. L'exemple type de forme bilinéaire, en fait, c'est le produit scalaire, hein, bien entendu. Et d'ailleurs, vous revenez dans votre espace R3, vous prenez un type de base, vous faites tous les produits scalaires possibles entre les trois vecteurs de base, vous avez donc 9 composantes. Il y a une symétrie, bien évidemment, hein, donc il n'y a pas 9 indices indépendants, il n'y en a que 6. Et ce tenseur-là, des EI scalaire EJ,
En fait, ce qu'on va appeler le tenseur métrique. C'est lui qui va servir en relativité. Moi, vous savez d'où il vient maintenant. Bon, finalement, c'est quoi l'intérêt de voir les tenseurs comme ça et pas juste de continuer à utiliser des matrices? Parce qu'effectivement, hein, dans ce qu'on a vu, on peut totalement continuer à se placer dans une base, à faire les opérations avec des matrices et continuer. Il n'y a rien de problématique à ça. Bon, tout d'abord, ici on a traité que des tenseurs d'ordre maximum 2. En physique, il faut savoir qu'il y a des tenseurs d'ordre 3 et 4 qui peuvent apparaître pas si rarement qu'on le croit. Et alors là, bon courage pour représenter l'opération autrement qu'avec des tenseurs. Vous trouverez pas de notation plus compacte et plus efficace pour représenter ce genre d'opération. Mais le vrai truc, parce que même avec des tenseurs d'ordre 2, souvent on préfère l'écrire avec des tenseurs qu'avec des matrices, le vrai truc, c'est que vous avez remarqué qu'à chaque fois quand j'ai dit qu'on allait prendre une base en particulier, c'était uniquement pour exprimer les coefficients du tenseur. C'était uniquement quand on passait en notation matricielle qu'on devait le représenter. De la même manière que quand on doit représenter un vecteur dans une base précise. En fait, les tenseurs, de la même manière que les vecteurs, les équations tensorielles, en général, elles ne vont pas varier même si vous faites varier la base. Ce qui va varier sont les coefficients à l'intérieur dès que vous allez vouloir le développer en matrice, par exemple si vous avez des tenseurs d'ordre 2. De la même manière que vous allez, si vous développez des équations vectorielles, le fait que vous ayez changé de base ne va intervenir qu'au moment où vous exprimez les coefficients. Mais pour les tenseurs, c'est pareil, en fait. Indépendamment du choix de la base, une équation tensorielle est toujours vraie. Et c'est ça le truc qui fait que c'est ultra pertinent. En plus du fait que ça exprime beaucoup d'informations de façon quand même ultra compacte. Voilà, j'espère que ceci aura été assez utile. Et s'il y a la moindre question, je joins de toute façon un PDF qui essaie de résumer un petit peu tout ce que j'ai dit. Et j'espère que vous comprendrez un petit peu mieux les tenseurs du coup. Et de mon côté, moi je me tiens disponible hein, s'il y a les moindres questions ou quoi. Encore une fois, je ne prétends pas faire un cours complet dessus. Je voulais juste partager un petit peu quelques avancées que j'avais fait sur ce sujet-là en espérant que ça pourrait aider quelques personnes. Donc au revoir tout le monde.